Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Jazzy le podcast du site d'histoire-géographie de l'Académie de Mayotte. Notre objectif est d'abord d'apporter un éclairage scientifique et pratique en interviewant des chercheurs, des enseignants, spécialistes d'une notion contenue dans les programmes d'histoire-géographie, de MC ou de spécialité. Jazzy le podcast est ensuite le moyen pour notre discipline, dans une région géographiquement éloignée des grandes institutions scientifiques et culturelles, de garder une mémoire des entretiens donnés par les spécialistes. Jazzy le podcast se veut enfin un instrument d'auto-formation professionnelle, conçu comme un écho des stages organisés dans le plan académique de formation. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir Michel Zancarini-Fournel. Michel Zancarini-Fournel, vous êtes donc docteur en histoire, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Lyon 1. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages dont les plus récents sont Nous libérez pas, on s'en charge, une histoire des féminismes de 1789 à nos jours, avec Bibia Pavard et Florence Rochefort, publié en 2020 aux éditions La Découverte, et de la défense des savoirs critiques, quand le pouvoir s'en prend à l'autonomie de la recherche, avec Claude Gauthier, publié en 2022 par le même éditeur. Pour animer ce podcast avec moi, comme à l'accoutumée, monsieur Clément Camouly-Lecran, professeur d'histoire-géographie, formateur académique et chargé de mission d'inspection. Alors, Michel Zancarini-Fournel, nous vous recevons aujourd'hui donc pour évoquer votre domaine de recherche, qui est l'histoire sociale du genre, et vos axes de recherche qui sont l'histoire des femmes et du genre, ainsi que mai-juin 1968. Pour débuter ce podcast, une question introductive traditionnelle. Pourriez-vous nous raconter ce qui vous a amené vers ce domaine de recherche particulier, qui est l'histoire sociale du genre? Oui, je vais peut-être répondre à cette question. Je ne sais pas si vous en avez d'autres immédiates, en vous précisant mon parcours, on peut dire. J'étais donc étudiante à la faculté de Nanterre en 1966. Et en évoquant ce nom, on peut comprendre peut-être le terreau de mes intérêts euh, historiens. Et donc, je préparais au cours de l'année universitaire 1968-1969 un mémoire de maîtrise sur c'était ce qu'on appelle master aujourd'hui, hein, sur l'opposition à la guerre de 14-18 dans la région stéphanoise. Et ce sujet donc avait germé à la suite de la lecture de la thèse d'histoire contemporaine d'Annie Kriegel sur les origines du Parti communiste français. L'auteur signalait que des grèves insurrectionnelles, à l'image de la Révolution russe, avaient éclaté dans la Loire en 1917-1918, et j'étais stéphanoise, hein, je venais donc de la ville de Saint-Étienne. Les événements du printemps 68, où les questions du lien entre grève et révolution avaient été fort débattues dans les facultés, ne sont pas étrangers au choix de ce sujet, puisque c'est à partir du présent que, consciemment ou inconsciemment, l'historienne ou l'historien interroge le passé. Alors, Jean Métron, donc, qui est créateur du dictionnaire du mouvement ouvrier, alors je signale aux collègues qu'il est consultable gratuitement en ligne et que ça peut être très utile de chercher des biographies quand on prépare un cours, hein. Donc, le dictionnaire du Métron, donc Jean Métron me suggéra la forme de cette maîtrise, plusieurs centaines de brèves biographies d'individus, hommes et femmes, présents dans les réunions, manifestations et grèves pacifistes, réalisées grâce aux prolifiques archives des différents services de police. J'avais aussi recensé, ce qui était assez nouveau à l'époque, toutes les chansons que les femmes grévistes composaient alors sur des airs connus. Je ne vais pas vous les chanter, mais enfin, j'ai les textes, hein. J'y ai gagné, donc, outre le plaisir de la pratique assidue des archives, plaisir que je n'ai toujours pas assouvi, la conviction précoce de la nécessité en histoire de s'intéresser aux individus et pas seulement aux organisations, avec le souci de donner une place, même aux plus obscurs, aux femmes comme aux hommes. J'ai voulu aussi retracer la trace de 5 femmes dont j'avais entrevu les visages sur un cliché jauni trouvé dans les dossiers d'archives et qui avaient été arrêtées pour s'être couchées sur les rails devant les trains en mai 1918 afin d'empêcher les jeunes soldats de partir au front.
Alors, j'ai cherché longtemps d'où pouvait venir ce qu'on appelle un répertoire d'action. Et en fait, j'ai trouvé, c'était des femmes italiennes qui, au moment de la guerre en Libye, en 1911, avaient eu ce répertoire d'action dans la péninsule italienne. Et ça a été connu par les syndicalistes, parce que c'est toujours comme ça qu'il faut faire, c'est-à-dire quand on a un mot d'ordre, quand on a des répertoires d'action qui paraissent un peu étonnants, il faut voir s'il y a un antécédent et voir comment se construit le récit, comment on peut construire le récit historique. Donc, toujours à la quête de ces visages fugitifs, je me suis livrée à l'analyse de plusieurs albums de photographie d'entreprise travaillant pour la défense nationale, dont la Compagnie des Forges et Aciéries de la Marine de Saint-Chamond, employant 6000 femmes en 1917, ainsi qu'au dépouillement informatique des registres du personnel de l'entreprise. Et l'intérêt pour ce qu'on appelle aujourd'hui la culture visuelle ne m'a pas quitté depuis. J'ai réalisé à partir de ces sources iconographiques un document visuel de 30 minutes présenté en 1978, alors excusez-moi de remonter si loin, hein, mais bon, au colloque de Vincennes sur les femmes et la classe ouvrière, intitulé, donc montage intitulé Les femmes aux mains vertes, les munitionnettes de la Loire, qui avait été mis en musique par un de mes amis, aujourd'hui disparu, Maurice Merle, musicien très connu de free jazz. J'ai montré ensuite ce montage dans plusieurs maisons de retraite de la Loire pour aider à recueillir des témoignages de femmes âgées sur la Première Guerre mondiale dans le bassin stéphanois. Donc, je décris ça un peu précisément pour montrer comment se construit progressivement une recherche, hein, et des centres d'intérêt. Donc, après les premières années consacrées au début de ma carrière professorale et à l'éducation de mes deux jeunes enfants, ce qui suffisait à occuper mon temps, j'ai repris un peu l'étrier de... J'ai mis le pied à l'étrier de la recherche au cours d'un colloque où j'avais été invitée par Madeleine Rébériou, qui portait sur les femmes et la classe ouvrière. Et elle voulait consacrer une séance aux ouvrières pendant la guerre de 14-18. Elle avait réuni donc une série, enfin plusieurs personnes qui avaient travaillé sur ce sujet-là. C'est à cette occasion que j'ai fait la connaissance de Mathilde Dubesset, qui avait travaillé avec Françoise Thébault et Catherine Vincent sur les munitionnettes parisiennes. Il y avait aussi Yves Cohen qui avait travaillé sur les munitionnettes de la région de Belfort-Montbéliard. Et donc, ça a pris la forme d'une thèse qui était un peu originale, on peut dire. Il y en a eu quelques-unes, on n'est pas les seuls, mais enfin une thèse qu'on appelle une thèse conjointe, c'est-à-dire une thèse à deux, donc qui a été présentée à l'Université Lyon 2 sous la direction d'un grand historien d'histoire sociale récemment disparu, Yves Lequin. Et c'est dans ce cadre-là, donc de cette préparation de cette thèse, que nous avons fait un échange avec l'université de Brown à Providence aux États-Unis, et qui nous a fait connaître John Scott. C'était en 1984, et John Scott était en train de produire dans un séminaire la théorie du genre, du gender, du genre. Et c'est là que nous avons pris connaissance avec donc ces avancées théoriques qui a réorienté complètement le cours de notre thèse. Notre thèse a été consacrée à l'histoire des femmes donc stéphanoises, avec une étude de cas donc, entre 1850 et 1950. Cette thèse, nous l'avons réalisée, Mathilde Dubesset et moi, en étant professeurs dans le secondaire, en animant quelques expériences pédagogiques, parce qu'on a toujours eu ça chevillé au corps, et en élevant nos enfants. Réciproque. En 1991, j'ai obtenu un poste dans le supérieur consacré à la préparation des concours et à la formation des enseignants à Paris 8. Alors, si je fais le bilan de ma carrière, j'ai fait 20 ans dans le secondaire et 20 ans dans le supérieur. Et les 20 ans dans le supérieur ont été consacrés à la formation des enseignants. Donc, je suis très sensible à cet aspect-là. Et je pense que ça, enfin, on me l'a dit en tout cas, que ça se notait dans mon écriture qui était, entre guillemets, très pédagogique. Voilà, ce qui n'est pas toujours un compliment, mais enfin, pour moi, ça l'est. Donc,
La préparation donc, de la nouvelle épreuve professionnelle du CAPES en 1993 et la fréquentation de l'équipe d'Espace-Temps, et en particulier de Christian Delacroix, m'ont incité à réfléchir plus intensément à l'épistémologie de l'histoire et la construction du récit historique. Ces échanges nous ont permis de publier ultérieurement avec Christian Delacroix une histoire du temps présent qui, je le signale pour les collègues, vient d'être republié. Je ne fais pas la représentante de commerce, hein, mais bon, ça peut être un outil, quoi, dans la collection Folio Histoire, donc en 2022, et qui porte sur la période 1945-2020. Donc, nous l'avons complété par rapport à la première version de 2010. J'ai ensuite contribué à la création en 1994, sur une idée de Françoise Thébault, de la revue Clio Histoire, Femmes et Société, dont j'ai été co-directrice pendant 15 ans et qui s'appelle maintenant Clio Femmes, Genre, Histoire. Et là encore, pour les collègues, elle est consultable gratuitement en ligne. Voilà. La revue entendait et entend toujours diffuser les acquis de l'histoire des femmes et du genre à un public universitaire, mais aussi, si possible, à un public plus large, en particulier d'enseignants et d'enseignantes. Donc, c'était notre but à l'origine, d'où la rubrique documents qui est créée dans la revue, c'est-à-dire il y a des documents commentés et qui peuvent être sur les sujets divers présentés dans chaque dossier, un outil, hein, pour les collègues. J'ai coordonné le numéro 3 de la revue en 1996 qui reliait histoire sociale et histoire des femmes, ce qui était mon parcours, qui s'appelle Métiers, corporation, syndicalisme, qui explorait le genre des syndicalismes en s'appuyant en particulier sur des études américaines et allemandes qui étaient avant-gardistes en ce domaine à l'époque. L'histoire des femmes et du genre, qui est ma spécialisation et un de mes champs de recherche, n'a jamais été pour moi ni un ghetto, ni un isolat. J'ai toujours voulu intégrer cette histoire à l'histoire générale, en essayant de convaincre mes collègues historiens, ça n'a pas été facile, de la nécessité de s'y intéresser. Je me suis également efforcée de mettre en pratique les acquis de la recherche dans la formation des enseignantes et des enseignants. J'avais été nommée en 1999 à l'UFM de Lyon jusqu'à ma retraite, professeur donc des universités. J'ai impulsé avec une équipe mixte et pluridisciplinaire d'une dizaine de collègues une prise en compte du genre dans la formation des professeurs stagiaires, considérant donc le genre de nos élèves, filles ou garçons, les aléas de la mixité, la lutte contre le sexisme et l'homophobie, tout en développant des recherches sur l'histoire de la mixité. Je vous signale un numéro de la revue Clio Histoire, Femmes et Société de 2003 qui s'intitule Coéducation et mixité, donc, que j'ai coordonné avec Françoise Thébault. J'ai aussi contribué à constituer un fonds documentaire sur l'histoire des femmes et du genre, en particulier en éducation, nommé Aspasie. Aspasie, c'est une philosophe grecque, compagne de Périclès, qui aurait été la professeure de Socrate, et qui était considérée comme métèque à Athènes parce qu'elle n'était pas citoyenne de la ville. Elle n'a jamais pu se marier avec Périclès, bien qu'elle ait eu un enfant, et elle était considérée comme souvent comme une prostituée, alors que c'était une professeure de philosophie tout à fait renommée. Alors, Aspasie donc, a été financée par des fonds européens. Il y a environ 6000 ouvrages, toujours, abonnement à une trentaine de revues françaises et étrangères sur le genre, et c'est disponible en prêt interbibliothèque. Alors, dire tout cela, c'est souligner quelques principes qui ont organisé mes recherches. Premièrement, privilégier le travail collectif. Deuxièmement, rendre la recherche accessible au plus grand nombre, dans une langue précise, mais une langue pouvant être comprise par tous. Participer à des débats et des conférences pour des publics non universitaires. J'ai aussi participé à un manuel, alors que je vous recommande de faire acheter dans les CDI. Hein, nous n'avons pas de droit d'auteur, je précise. Donc, le manuel de l'association
d'histoire des femmes et du genre qui regroupe des professeurs du secondaire et du supérieur, l'association Mnémosine, qui s'intitule La place des femmes dans l'histoire, une histoire mixte. Et donc, c'est un très bon instrument dans les CDI pour les collègues et même pour les élèves, parce que c'est très accessible, avec une série de documents. Alors, je vais aller peut-être un peu plus en détail, si j'ai le temps. Oui, ça va. Donc, sur les principes de cette thèse soutenue en 1988 en histoire des femmes, donc, qui s'insère en fait dans le renouvellement de l'histoire sociale des années 80, qui veut rendre compte de la complexité des phénomènes sociaux par la confrontation des pratiques sociales et des représentations. À l'origine, c'était le début de l'histoire universitaire des femmes. Je rappelle que le premier cours dans les universités a été fait en 1973 par Michel Perrault, qui le dit souvent dans toutes les interviews qu'elle fait donc à la radio et la télévision. Donc, le premier cours donc sur l'histoire des femmes, 73, avec Pauline Schmitt et Françoise Bock. Donc, notre projet a débouché sur une histoire de la maternité et de l'accouchement. C'était entre guillemets naturel, puisque ça concerne particulièrement les femmes. Cette perspective s'inscrivait dans une histoire du corps et de la famille, et dans une anthropologie historique alors en plein essor. Les travaux des historiens de l'époque moderne, Jacques Gélis par exemple sur les sages-femmes, ont permis d'inscrire cette étude dans le temps long et de mieux mesurer quels changements avaient été introduits par la médicalisation de l'accouchement. Nous avons pu mesurer les rythmes du processus dans la grande ville industrielle qui était Saint-Étienne. Je vous rappelle, parce que c'est loin de chez vous, une ville de la première industrialisation fondée sur l'exploitation du charbon, le tissage des rubans de soie, entre autres. Donc, décalage d'un demi-siècle avec Paris, à Saint-Étienne, persistance majoritaire de l'accouchement à domicile jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, et ce, malgré une offre hospitalière importante. Nous avons aussi noté la persistance de croyances et de rites qui traduisaient un système de représentation du monde, en partie hérité de l'époque moderne, auquel s'ajoutaient les images plus récentes de l'hôpital comme mouroir, et de la maison maternelle comme repère de fille-mère. Je mets des guillemets à fille-mère. Nous avons ainsi été partie prenante du mouvement d'ethnologisation de l'histoire auquel nous avait conduit la lecture stimulante des anthropologues tels Yvonne Verdier et Agnès Fine. Dès cette première recherche sur la maternité, nous avons démontré que même si l'histoire a longtemps fait le silence sur les femmes, les sources existent bel et bien. Archives traditionnelles de l'état civil, terreau de la démographie historique, mais aussi archives institutionnelles des lieux d'accouchement, archives de l'assistance, prolixes, particulièrement après la mise en place de l'assistance médicale gratuite 1893. Archives judiciaires sur les procès pour viol et pour infanticide, toutes parlent abondamment des femmes. Nous avons ajouté à ces sources classiques des sources orales et conclu après leur usage que la mémoire n'avait pas de sexe, alors qu'il était d'usage de considérer que la mémoire était sexuée, mais qu'elle était marquée pour les femmes par les accouchements et les événements du privé familial qui étaient en fait racontés en fonction de l'origine sociale. C'est-à-dire qu'une institutrice ou une femme de mineur ne racontait pas de la même façon leur accouchement, ne mettait pas l'accent, si vous voulez, sur les mêmes points. L'approche finale en termes de genre, sans que le mot lui-même ait été employé, nous a permis de prendre une certaine distance avec une vision strictement ethnologique et quasiment immobile, où il n'y avait pas d'événement, pas de changement. Nous avons précisé le rôle des maris comme celui des accoucheurs, qui étaient des hommes, et des sages-femmes. Partir de l'horizon limité d'un quartier ou d'une entreprise pour analyser la construction sociale de la différence des sexes était peu courant il y a 40 ans. Moins par la focale
dans la lignée des monographies locales qui existaient. Il y a eu beaucoup de thèses sur l'histoire régionale, par exemple du Limousin pour Alain Corbin, etc., ou Yves Lequin sur la région lyonnaise, stéphanoise. Donc, moins par la focale donc, des monographies locales que la problématique posée dans un espace urbain né de la première industrialisation, définir le champ des possibles pour les filles et les femmes. Le rapport entre les sexes dans des espaces-temps différents qui étaient autour d'une vie, l'éducation, le travail, la famille et pour certaines, la maternité. Nous avons reconstitué donc des parcours individuels d'hommes et femmes en fonction de leur formation antérieure et de leur place dans la famille, dans le cadre d'un métier, par exemple la fabrication des rubans, ou d'une entreprise. Alors, Casino, tout le monde ne sait pas que le siège social de Casino est à Saint-Étienne. On connaît les supermarchés Casino, mais voilà. Et donc, il est toujours à Saint-Étienne. Et donc, on a travaillé dans les archives de l'entreprise Casino. Les représentations individuelles et collectives qui organisent le monde social ont été donc associées au parcours des individus pour montrer qu'il n'était pas question pour nous de mettre en cause l'existence d'un réel de référence, ce sont les termes de Pierre Vidal-Naquet, que nous reconstituions à l'aide de traces diverses, mais que ce réel était travaillé par les représentations sociales du masculin et du féminin, ces représentations de type symbolique contribuant elles-mêmes à façonner le réel. Vous voyez une histoire complexe entre réalité, pratique et représentation. Nous avons étudié comment, à la fin du XIXe siècle, un changement dans l'univers mental par rapport à l'école et à la place de l'enfant, et en particulier des filles dans la famille, et plus généralement, une évolution du rapport au présent et à l'avenir. Dans le cas stéphanois, nous avons souligné l'importance de ce qu'on appelait l'enseignement post-primaire, favorisé par des initiatives précoces des élites protestantes du bassin. Donc, voir aussi le rôle de la religion différent suivant les élites protestantes et l'Église catholique. Nous avons souligné l'écart qui se creuse progressivement entre enseignement général, privilégié par la demande sociale, y compris ouvrière, et l'enseignement professionnel délaissé, parce que concurrencé par l'apprentissage sur le tas, qui représente encore la voie choisie, prioritairement pour les filles et aussi pour les garçons. Pour le dire autrement, on envoie filles et garçons à 12 ans travailler dans les ateliers, dans les usines. On ne les fait pas passer par l'enseignement professionnel, si vous voulez. Voilà. À l'époque, je vous parle de la fin du 19e, début du 20e. Le tournant décisif qui contribue progressivement à instaurer une égalité scolaire entre filles et garçons est la politique de sécularisation de l'enseignement de la part des municipalités puis de l'État. J'ai poursuivi ultérieurement ce constat dans une étude sur le genre de laïcité avec Florence Rochefort. Et nous avons travaillé, entre autres, sur l'étude de l'architecture scolaire, qui m'a montré comment les bâtiments d'école sont à la fois des acteurs et des témoins de cette égalité et de la séparation des sexes sous la Troisième République. Vous savez, ces fameuses écoles de village, alors, voilà, je les évoque pour vous, mais vous avez vu sûrement des cartes postales, etc., où il y avait école de filles, école de garçons, identiques en apparence. Voilà. À l'époque, ces analyses contredisaient donc d'autres analyses sur le sexisme et la discrimination à l'école primaire, fondées plus sur l'analyse des discours normatifs tenus dans les manuels scolaires que sur les pratiques des maîtres et des maîtresses et sur l'attitude des familles. Donc, vous voyez toujours cette distinction entre normes et pratiques qui explique la différence. Mesurer les rapports et l'écart entre les pratiques discursives et non discursives, telles les techniques, les gestes, les attitudes, a permis d'analyser les discours tenus sur les rôles attribués aux hommes et aux femmes comme une manifestation non seulement de la concurrence dans le travail, mais aussi du genre du produit fabriqué et par extension du métier lui-même. Le ruban, par exemple, on prend les deux industries typiques de la ville, de la région. Le ruban, par exemple, à la différence du charbon et de la mine, appartient à un univers du féminin.
la prescription de tâches spécifiques aux femmes, la préparation et la finition, et aux hommes, la technique, c'est eux qui savaient réparer les métiers, contribue à rassurer chacun sur la conformité de son identité sexuelle et sociale aux normes. Fondée sur l'analyse de 800 dossiers de retraite, la comparaison des carrières des hommes et femmes dans l'entreprise Casino nous a permis par ailleurs de questionner et de mettre en doute certaines analyses sociologiques qui insistaient alors sur la mobilité plus grande des femmes au cours de leur cycle de travail. Les séquences d'emploi étaient aussi nombreuses et variées pour les hommes que pour les femmes, en particulier lorsque l'effet maternité n'entrait pas ou peu en ligne de compte. Pour les célibataires, les femmes mariées sans enfants ou avec un seul enfant, et en général pour les employés femmes. Donc, vous voyez, c'est la complexité de l'étude du groupe social. Alors, nous avons donc été avec Hélène Chenu, qui a travaillé sur la bonneterie troyenne, les premières thèses sur le genre en France, bien que ni l'une ni les autres n'ont employé le mot genre à l'époque. Il n'était pas du tout connu. Hein. On a étudié donc le genre effectivement des professions, mais on s'en s'est servi comme outil, mais le mot n'était pas évoqué. Alors ça, c'est le premier moment de ma carrière consacrée à l'histoire des femmes et du genre. Ça ne veut pas dire que je l'ai abandonné, mais c'était le socle, on peut dire. Le deuxième moment, ça a été la recherche à partir de 1968, sur 1968, pardon. À partir donc d'un fait qui est la publication en 1988 d'un livre qui s'appelait, de deux journalistes, Hamon et Rothman, qui s'appelle Génération, et qui a eu un grand succès en 2 tomes. Et en lisant ce texte, on a été un certain nombre, et en particulier un certain nombre d'historiens, à se dire que c'était vraiment pas ça qui s'était passé, que c'était une étude tout à fait, disons, superficielle, fondée sur quelques intellectuels parisiens du 6e arrondissement, donc, et que qu'il fallait faire autrement pour faire l'étude de cela. Et en historien, on s'est dit que ce qu'il fallait faire, c'est rassembler des archives. Donc, la première étape, ça a été de rassembler des archives, de les mettre à disposition de tous dans un lieu public qui était ce qu'on appelait à l'époque la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine et qui s'appelle maintenant La Contemporaine. On trouve en ligne le descriptif de ces sources que nous avons rassemblées, mises à disposition, et nous avons publié un guide de recherche en 1993 avec une préface de Michel Perrault. Donc, c'était le premier moment. À cette époque-là, je ne pensais pas vraiment aller au-delà de ça, rassembler des archives, les mettre à disposition. Et puis ensuite, je suis intervenue dans un séminaire pour présenter le guide des sources là, que j'avais coordonné. Et puis, c'est une historienne italienne qui s'appelle Luisa Passerini, donc qui m'avait invité à Florence, à l'Institut européen de Florence, où j'ai présenté donc le guide des sources, et puis une étude sur mémoire et historisation de 68, en justement faisant une réflexion sur l'événement et sur les sources écrites et sources orales. Et elle m'a dit: «Mais il faut absolument que vous fassiez de la recherche là-dessus». C'est elle qui m'a convaincue parce que je n'étais pas du tout disposée à le faire. Et donc en fait, j'ai co-organisé une recherche collective à l'Institut d'histoire du temps présent. On a tenu un séminaire entre 1994 et 1998 sous la responsabilité de Robert Franck, qui était alors directeur de l'Institut d'histoire du temps présent, et avec Marie-Françoise Lévy et Geneviève Dreyfus-Armand. Et donc ce séminaire est en ligne. C'est une ressource, si vous voulez, parce ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait enregistrer les débats du séminaire pendant 4 ans, qu'ils ont été décryptés par une
chargée de recherche, chargée d'études, pardon, au CNRS, Marie-Françoise Marie-Françoise Le Pulloc. Et donc, ça, c'est disponible en ligne sur le site de l'IEMR SIRICE, S-I-R-I-C-E. Et donc, cette nouveauté donc, du séminaire a été d'intégrer l'étude de la crise de mai-juin 68 dans une période plus longue que nous avons baptisée les années 68, expression aujourd'hui couramment admise, mais à l'époque, en 1994, jugée complètement iconoclaste. Certains de nos collègues nous ont dit, mais il n'y a qu'une année 68, pourquoi vous dites les années 68? En fait, c'était pour montrer comment à la fois 68 avait été l'épicentre, mais qu'il y avait un avant et un après, c'est que c'était d'avant, et il fallait réfléchir sur cet avant et cet après. Et nous avons publié un livre collectif en 2000 qui s'appelle, Les années 68, le temps de la contestation. Alors, je vous ai fait donner, je pense que vous l'avez mis sur le site, votre site, j'ai fait une fiche récapitulative synthétique, on peut dire, sur justement les idées reçues qu'on peut avoir sur 68, sur l'histoire de 68, et qui sont véhiculées parfois très largement, y compris dans des manuels considérés comme sérieux, et puis la réalité des événements historiques. Et en particulier, j'invite les collègues à toujours dire aux élèves mai-juin 68, parce que même si on fait une histoire du temps court, hein, qui est prônée aujourd'hui, cette histoire du temps court, mai-juin 68, c'est mai-juin 68. Et donc, oui, voilà. Très bien, merci beaucoup pour la capture d'écran. Et donc, il y a l'histoire des temporalités, de la dénomination. Donc, j'ai fait 3 colonnes. D'où viennent ces idées reçues? Comment les remplacer dans le discours qu'on tient aux élèves? Les interprétations aussi, ne pas faire crise ternaire, donc crise étudiante d'abord, puis crise sociale, puis ensuite crise politique, qui s'arrête le 30 mai, mais en fait, une imbrication des 3 crises et qui vont beaucoup plus loin qu'on ne le pense, hein, puisque la dernière université occupée a été fermée le 11 juillet et qu'il y a eu des grèves aussi, et par exemple, les producteurs de l'ORTF de télévision donc, ont été licenciés le 17 juillet. Donc, vous voyez, on a un temps, on a un temps plus long du temps court, si on peut dire. Ensuite, alors, c'est ce qui m'énerve le plus, c'est qu'on dit tout le temps les accords de Grenelle. Or, il n'y a jamais eu d'accord à Grenelle. Il y a eu un protocole d'accord que ceux qui étaient impliqués, en particulier le Premier ministre et le responsable de la CGT, donc c'est Guy, ont pensé que c'était fait. Et ils le disent d'ailleurs à la télévision, dans un reportage qu'on peut lire sur le site de l'INA. C'est le matin, c'est 7h30 du matin, c'est le 27 mai, donc ils disent, Guy dit, la reprise du travail ne saurait tarder. Et en fait, ils vont à Renault et les ouvriers de Renault refusent le protocole d'accord. C'est transmis très vite par la radio et donc il y a plusieurs entreprises qui refusent ce protocole. Donc il n'y a pas eu d'accord de Grenelle. Il faut arrêter de dire les accords de Grenelle. Il y a eu un protocole d'accord, même si une partie de ce qui avait été proposé dans les accords de Grenelle a été mise en œuvre, hein, par des négociations par branche, par des négociations par entreprise, et aussi quelque chose qui est, alors je ne l'ai pas mis dans le tableau, mais on dit souvent, c'est là la reconnaissance, les accords de Grenelle ont reconnu la section syndicale. Non, c'est une loi de décembre 68 qui a reconnu la section syndicale d'entreprise, qui a effectivement changé énormément de choses dans l'histoire du syndicalisme. Et c'est une autre chose. Après, on dit que c'est une victoire politique du général de Gaulle. C'est sûr. Et la manifestation donc, du 30 mai a été une vraie démonstration de force politique, disant qu'il y avait une partie
de la nation qui n'étaient pas favorables aux événements. Mais les élections aussi, les élections fin juin ont été aussi une victoire politique, mais elle était de courte durée, puisque après le référendum d'avril, le général de Gaulle a été mis en minorité sur ses projets de transformation du Sénat, entre autres, et il a démissionné. Donc c'est une victoire politique gaulliste, mais de courte durée, on peut dire. Enfin, dernière idée reçue, dernier cycle d'idées reçues, les interprétations. Alors Raymond Aron a dit que c'était un carnaval, donc c'est une forme de négation de la profondeur de la crise. Il n'y a pas eu de violence, et ça j'y tiens parce que je crois que j'ai été une des premières à comptabiliser les morts, le nombre réel de morts. Il y a eu 7 morts en mai-juin 68, ce qui effectivement est peu de choses par rapport aux centaines de morts au Mexique où l'armée a tiré sur la foule des étudiants et des manifestants. Mais il y a eu 7 morts et le premier mort a été un commissaire de police à Lyon, donc le commissaire Lacroix. Et c'est ce tournant, cette mort a été un tournant profond dans les événements. C'est le 24 mai, c'est la nuit du 24 mai. On dit aussi c'est une révolution culturelle, une révolution des mœurs. Non, oui et non. Non, parce que sur le moment même, ça n'a pas du tout été, même si on vous montre quelques slogans situationnistes, ce n'est pas ce qui était l'essentiel de cette période, qui était une période de grève, d'occupation des universités, de débat, de prise de parole, mais pas forcément de prise de parole sur les sexualités. Et c'est après 68 qu'effectivement, il y a eu un développement, donc une transformation, on va dire, qu'ont étudié des sociologues, entre autres, des pratiques sexuelles. Voilà. Donc, en fait, la crise de 68 est une crise profonde entre la période qu'on a appelée les 30 glorieuses, qui ne sont pas si glorieuses que ça, mais ça vient d'être revisité, et puis une période qui ouvre une période de restructuration industrielle, de désindustrialisation et de chômage de masse. Voilà. Alors, voilà pour ce commentaire. Donc, j'ai pensé que ça pouvait être utile aux collègues de synthétiser ça sous forme simple, on va dire, pour justement qu'ils essayent de modifier leur présentation des événements qui sont. J'ai aussi étudié dans un livre qui s'appelle Le Moment 68, j'ai étudié les manuels scolaires et voir comment les manuels scolaires présentaient cette période-là. Voilà. Alors, dans ces années 68, donc, personnellement, alors on n'est pas tous d'accord, donc je vous donne, moi, mon point de vue, c'est que je fais démarrer ça, moi, en 61-62. Alors, pourquoi 61-62? Parce qu'il y a eu 2 événements fondamentaux. 61, c'est les premiers avortements qui sont faits, qui sont promus, les premières diffusions de la contraception au centre de planning familial de Grenoble. Et donc, ça pose ce problème essentiel de la maîtrise de la fécondité et de la liberté pour les femmes de disposer de leur corps. Et 62, c'est aussi une date fondamentale et qui explique toute une série après de mes propres recherches sur évidemment, c'est la fin de la guerre d'indépendance en Algérie. Et donc, c'est ce qu'on a appelé la fin de l'empire colonial français, ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il reste quelques résidus, on peut dire, je mets des guillemets résidus, hein, quelques anciennes colonies, tels tous les départements d'outre-mer, tels les territoires d'outre-mer, qui sont d'anciennes colonies françaises et qui sont territoires français. Voilà. Donc, c'est une vraie question. Et donc, la crise de mai-juin 68, donc, qui pour moi est l'épicentre, et je fais aller jusqu'en 81. Alors, certains s'arrêtent à la crise. Ça dépend quelle borne chronologique, c'est toujours comme ça quand on fait de l'histoire, quelle borne chronologique on choisit et pourquoi. Il y a des gens qui choisissent la borne chronologique économique et sociale et qui font arrêter ça entre 74 et 75, la période des années 68. Personnellement, j'ai privilégié une date plus politique, qui est la date de 81, avec justement l'alternance, c'est-à-dire on peut dire que l'alternance
et donc l'arrivée de Mitterrand au pouvoir a pu être une conséquence, on peut dire, à long terme de ce bouleversement sociopolitique qui a été donc ces années 68, donc des figures de contestation permanentes. Alors, j'ai encore du temps. Oula. Donc, dernier axe de recherche, enfin, pas tout à fait, mais j'ai pensé que ça pourrait éventuellement vous intéresser, c'est sur le genre des rébellions urbaines et qui est en lien avec ma pratique à la fois donc professionnelle comme formatrice des professeurs stagiaires, et j'ai été frappée par les descriptions que les professeurs stagiaires, donc nommés récemment dans les collèges de l'agglomération lyonnaise, faisaient du climat de leur classe et des réactions violentes, verbales ou gestuelles, de certains élèves garçons vis-à-vis des filles et aussi des jeunes enseignantes. Alors, ça m'a frappé. Pourquoi? Parce que je n'avais pas connu ça dans le secondaire, dans mon collège 20 ans avant. Je n'avais pas du tout connu cette situation. Et donc, c'est de ce double questionnement à la fois historique et pratique qu'est né un projet de recherche qui était financé par l'Agence nationale de la recherche qui visait à étudier le processus de racialisation et de construction du genre, sédimenté, j'en ai fait l'hypothèse, à partir d'événements que sont ces moments de rébellions urbaines qui ont été largement médiatisés à partir de 1981. Alors, des milliers de pages ont été consacrées. Ah voilà, j'ai fini normalement, mais bon. Je prends encore 5 minutes, ça va? Bien sûr. Donc, des milliers de pages ont été consacrées à la question des banlieues, des violences urbaines, et nous avons souhaité construire avec les collègues avec qui j'ai travaillé donc un cadre interprétatif qui questionne les ressemblances et les différences entre les approches respectives des sociologues, des anthropologues, des politistes, des analyses des médias. Vous voyez qu'il y a différents points de vue sur la question. Et donc, nous, on voulait apporter un point de vue historien. Alors, ce cadre interprétatif, donc, s'est inséré dans un tableau composite et complexe qui reflète les points de vue des différents acteurs sociaux, qui ne se limitent pas à des paradigmes interprétatifs globaux comme l'exclusion, la délinquance, l'islamisation, le risque du communautarisme, et qui articulent donc ces différentes approches. La problématique était centrée autour du genre et de ce qu'on a appelé à l'époque, donc c'était en 2007, et c'était assez novateur, le processus de racialisation, donc dans cette perspective pluridisciplinaire. L'attention à la chronologie, ça c'est typique des historiens, hein, les temporalités étaient décisives, mais aussi la vision de l'avenir et le poids du passé pour les protagonistes. Ce qui est ancré dans les mémoires et qui est fécondé par les recensions et les analyses ultérieures des journalistes et des sociologues, ce sont toujours les émeutes urbaines de Vaux-en-Velin en 1990, le Mas du Taureau, et secondairement de Vénissieux, les Minguettes en 1981. Pourquoi ces buts témoins de la mémoire commune? La marche pour l'égalité de 1983, qu'on a appelée après, que les journalistes ont appelée après Marche des Beurs, premier indice de racialisation, a initié en fait une période de calme relatif dans les banlieues, un moment d'associationnisme civique et un moment d'espoir de s'en sortir. Et pourtant, jusqu'en 2003, on n'a plus entendu parler. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce d'effacement historien dans l'histoire de cette marche des Beurs et qu'on a aussi effacé des actes de rébellion urbaine bien antérieurs à 1979-81. Et nous avons montré par l'enquête lyonnaise que dès 1971, il y avait eu des émeutes, des épisodes de rébellions urbaines qui n'avaient pas été médiatisés et qui s'expliquaient entre autres par le poids, le lien avec justement la question de
de ce que Stora a appelé la gangrène par rapport au poids de l'histoire coloniale de la France. Et ça s'est produit dans des cités, la cité Olivier de Serres à Villeurbanne, que j'ai particulièrement étudiée, la Grapinière à Vaux-en-Velin, déjà les Minguettes à Vénissieux, une éclosion précoce donc des formes de violence juvénile qui explique la lente construction d'un processus territorialisé de racialisation, une crise de relations entre les sexes. Voilà. D'où l'interrogation sur la construction des catégories empruntées à la sociologie et à la science politique pour contribuer à une mise à distance et une analyse critique du processus. D'où l'intérêt d'une comparaison que nous avons réalisée avec d'autres terrains, non seulement à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle européenne. Voilà. Alors, nous avons souligné dans la société française, avec la fin de l'Empire, avec ce qu'on appelle la fin de l'Empire colonial, les séquelles de la guerre d'Algérie et le retour mémoriel dans le très contemporain, donc couplé avec le déclin industriel et la crise de l'emploi. De cet intérêt pour l'histoire de la colonisation, donc, est né pour moi ma participation à un numéro de Clio avec Pascal Barthélémy et Luc Capdevila sur les colonisations, et puis les recherches plus contemporaines que j'ai faites. Alors, ces épisodes de violence des jeunes se déclenchent à la suite du décès, accidentel ou pas, de certains des leurs, dans lequel la police est impliquée. Les formes de violence collective des jeunes hommes dans l'espace public ne sont pas nouvelles, mais c'est les formes qui sont moins tolérées. Elle prend pour cible des biens privés au public et des institutions. Elle se traduit par des dégradations au quotidien qui remettent en cause le fonctionnement de la vie collective et alimentent un sentiment d'inquiétude et d'insécurité. Les approches anthropologiques nous permettent de reconsidérer l'expression de la violence qui s'inscrit dans un système de représentation où se dessine une conception du monde. Désenclaver les épisodes émeutiers pour mieux saisir la façon dont ils s'inscrivent dans un ensemble de pratiques et de discours permet de revenir sur le sens des protagonistes à un moment précis de leur trajectoire individuelle et collective. Ça permet de comprendre comment se construisent de façon différenciée des répertoires d'action, des références symboliques, des vecteurs d'identification, tels le genre, l'origine nationale, la génération, l'appartenance à une classe sociale, la religion. Et il s'agit donc ici d'une approche qu'on qualifie aujourd'hui d'intersectionnelle. Voilà, alors je vais peut-être simplifier. Voilà. Donc, en fin de compte, c'est le lien entre les pratiques non conventionnelles d'expression politique et des formes de participation politique plus classiques qui ont été analysées sous un nouveau jour. Et on a fait un livre qui s'appelle « Engagement, rébellion et genre dans les quartiers populaires en Europe, 1968-2005 ». Voilà, il s'est agi donc de mesurer les effets de ces rébellions sur le genre, les conséquences sur l'éducation, dans les familles, à l'école, dans le quartier, dans le contexte d'une société française organisée par les principes, sinon par les pratiques, de mixité, de laïcité et d'égalité des sexes, et par la nécessité de l'adaptation de familles d'origine méditerranéenne, où les valeurs de l'honneur, de l'autorité des mâles, pères et frères, de la virginité des filles avant le mariage sont prégnantes. Les rébellions urbaines ont joué pour certains garçons, dans le contexte général de chômage et de crise de l'emploi, le rôle de réassurance de leur virilité. Les filles ont dû composer avec cette situation, soit en se protégeant derrière ce qu'on a appelé leur foulard islamique, soit en se distinguant par leurs résultats scolaires, soit en adaptant des formes de violence masculine qui étaient improbables. Voilà, et donc il nous reste encore beaucoup à faire pour déconstruire cette idée reçue sur la question. Alors voilà, je terminerai avec mon intérêt récent pour l'histoire de la France qu'on appelle d'outre-mer et qui a commencé par ma participation au CAPES, au jury du CAPES de Créole,
qui avait été créé au début du XXIe siècle. Donc, j'ai participé au jury. Alors, je ne connais pas le créole, hein, mais en tant que professeur d'histoire, puisque c'était le CAPES bicréole, le CAPES de créole est un CAPES qui est à la fois sur le créole, mais aussi sur une autre discipline, on peut dire, et l'histoire-géographie fait partie, l'histoire et la géographie font partie de ce... Oui, je continue. Bon. Donc, voilà. Et donc, je me suis intéressée à l'histoire de la France postcoloniale, en particulier en me rendant compte qu'en 2009, lors du mouvement pour la profitation aux Antilles et à La Réunion d'ailleurs, en fait, je n'avais pas parlé dans mon histoire sociale des années 68 de ce qui s'est passé aux Antilles et à La Réunion, et j'en étais fort mari. Et donc, j'ai commencé à travailler là-dessus. Et enfin, cet intérêt s'est marqué dans le livre qui s'appelle Les luttes et les rêves, une histoire populaire de la France, qui a été publié en 2016. Je pense qu'on va répondre à certaines questions sur ce livre, qui prend en compte largement l'histoire des femmes et du genre, l'histoire des colonisés et des immigrés, qui constituent l'histoire de la France. Et récemment, j'ai travaillé sur l'histoire démographique des départements d'outre-mer pour contrer la thèse de Françoise Vergès sur le ventre des femmes. Et j'ai contribué à publier un numéro de la revue Clio en 2020 qui s'appelle Le genre des mondes caribéens, qui a été réalisé avec Clara Palmis, qui est enseignante à l'Université des Antilles. Voilà, je vais m'arrêter là. J'étais un peu trop longue. Je vous prie de m'excuser. Nous vous excusons parfaitement. C'était très intéressant et aucun souci pour ce dépassement. Aucun souci. Alors, effectivement, là, vous avez fait une transition parfaite moi, je voulais vous interroger. En tout cas, j'avais quelques petites questions, justement, sur votre ouvrage Les luttes et les rêves. C'est l'ouvrage par lequel je vous ai découvert. Du coup, j'ai trois questions. Alors, ma première question, c'est sur le cadre. Pourquoi avoir choisi... Donc, le titre, en fait, c'était Les luttes et les rêves, histoire populaire de la France de 1685 à nos jours. Alors, la question, c'est pourquoi avoir choisi cette date de 1685 comme point de départ de votre histoire de France moderne et contemporaine? Alors, j'ai choisi 1685 parce que je voulais justement mettre l'accent sur le fait que la France, c'est pas seulement ce qu'on a appelé à partir de 1962, l'Hexagone. C'est-à-dire que l'histoire de la France, c'était aussi une histoire très complexe, une histoire d'un empire et une histoire du lien entre cet empire et ses populations, et puis la France dite hexagonale. Et donc, j'ai réfléchi beaucoup avec la lecture de Zinn sur l'histoire populaire des États-Unis, qui partait de 1492. J'ai réfléchi à quelle date je pourrais choisir, et j'ai choisi 1685 parce que cette date m'a paru emblématique, parce que c'est la date du premier acte juridique dans le monde sur l'esclavage. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a appelé après le Code noir. On ne l'a pas appelé tout de suite comme ça. Enfin, on ne l'a pas appelé Code noir tout de suite en 1685, mais c'est ce qu'on a appelé le Code noir à partir du XVIIIe siècle, qui est donc la codification, on peut dire, de l'esclavage, donc à la française, entre guillemets, et donc qui a été faite par Louis XIV, qui est le roi qu'on présente toujours comme le grand roi donc de l'absolutisme, etc. Et puis 1685, c'était aussi la date, donc c'est pour ça que j'ai choisi essentiellement, c'est pour pouvoir partir de là, c'est-à-dire des Antilles, du Code, enfin de ce qui sera le Code noir, et de cette histoire-là. Et puis, c'était aussi l'histoire de ce qu'on appelle toujours enfin, ce qu'on dit toujours dans les manuels, la révocation de l'édit de Nantes. Alors, on connaît l'édit de Nantes, mais on ne connaît pas la révocation de l'édit de Nantes en 1685, qui chasse en fait une partie des protestants du royaume. Et qui fait que, ça m'intéressait parce que les protestants qui sont poursuivis, pourchassés,
tués, etc. Ce sont dans toutes les catégories sociales. Il y a des pauvres, mais il y a aussi des riches. Et donc, c'était l'idée qu'à un moment donné, on peut être dominé, même si on n'appartient pas, si vous voulez, aux basses couches populaires, hein. Voilà. Et donc, ça, c'était intéressant pour moi parce que ça mettait en avant un concept qui vient de Gramsci, hein, d'Antonio Gramsci, qui est le concept de subalterne. Le subalterne, donc, c'est celui qui est dominé, qui peut être dominé socialement, mais qui est dominé aussi politiquement. Enfin, c'était la date de quelque chose qui est d'un texte aussi royal, d'un édit qui est absolument terrifiant, puisqu'il emprisonne, on peut dire, les mendiants, ceux qui ont été arrêtés plusieurs fois, sont emprisonnés dans ce qu'on appelait les hôpitaux généraux, enfin, sont placés dans les hôpitaux généraux qui étaient des formes de prison. Et donc, c'est toute la lutte contre le vagabondage qui va aussi se développer jusqu'au XXe siècle. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi 1685. Et D'accord, puis merci parce beaucoup. que pour comparer avec d'autres histoires populaires, moi je suis incompétente en histoire, enfin je suis incompétente. J'ai le niveau d'un professeur d'histoire-géographie du secondaire en histoire médiévale, quoi, en gros. Bon, même si j'ai lu certains livres depuis, voilà, mes compétences sont quand même limitées, et donc je n'ai pas voulu me risquer. Mais tout n'a pas commencé, l'histoire populaire n'a évidemment pas commencé en 1685. C'est un choix délibéré, voilà. Bien sûr. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, autre question toujours sur les luttes et les rêves. Vous parlez, en tout cas, si je me souviens bien, dans la quatrième de couverture, il est question de la France, de l'histoire de la France d'en bas. Est-ce Mmh. que vous pourriez un peu définir ce que c'est l'histoire de la France d'en bas? Oui, alors je sais, si vous voulez, là aussi, c'est ma formation en histoire sociale, au Centre Pierre-Léon à Lyon. On a connu très vite, avant qu'elle soit publiée en français, les thèses d'un très grand historien qui s'appelle donc E.P. Thompson. Thompson, qui a publié donc, qui avait publié en 1963 La formation de la classe ouvrière anglaise, livre qui était traduit très tardivement en France en 1988, mais qu'on avait connu, nous, par des présentations dans les séminaires, etc., et par des articles de revue, et qui, en fait, déconstruit la notion de classe. C'est-à-dire montre comment, en fait, c'est un groupe qui se constitue, c'est-à-dire déconstruit la notion de classe ouvrière qui avait organisé toute l'histoire sociale de l'après-Seconde Guerre mondiale. Et donc, cette notion de classe ouvrière est déconstruite et elle est reconstruite, on peut dire, entre guillemets, par l'histoire d'individus, de groupes qui se, qui se constituent petit à petit en groupe. Et c'est cette histoire de constitution d'un groupe euh, que, que Thomson appelle l'histoire from below, c'est-à-dire l'histoire par en bas. Et donc, clairement, c'est l'histoire, ça signifie qu'on ne prend pas l'histoire d'un groupe déjà constitué, la classe, par exemple, mais qu'on voit comment il se constitue. Ok, merci. Et dernière petite question, après je laisse la parole à Clément. Toujours sur les luttes et les rêves, sur la place des colonisés et des migrantes et des migrants. Pardon, pourquoi peut-on considérer que les colonisés et les migrants sont importants pour comprendre l'histoire de France? Ben, parce qu'ils en font partie, tout simplement, et que toute l'histoire de l'industrie, de l'agriculture, de l'Empire prennent en compte l'histoire de ces populations qui ont très vite été en interaction, on va dire, avec les populations hexagonales. Hein, on disait sous l'Ancien Régime que l'ère de la France, alors je mets des guillemets, rend libre, c'est-à-dire le fait que, par exemple, un propriétaire emmène son esclave avec lui sur le territoire métropolitain, le rendait libre. Vous voyez, donc c'est toute une question assez intéressante sur la conception justement de ce qu'était l'esclavage et du lien avec
avec l'histoire de France, hein. Et puis, on sait aussi que dès le 19e siècle, des populations, par exemple, de Kabylie, sont venues travailler dans les… D'ailleurs, pour souvent, quand les ouvriers faisaient grève, on recrutait des Kabyles pour travailler dans les huileries à Marseille ou dans les ports, etc. Donc, il y a eu très vite des échanges de population et de famille, hein, donc c'est échange permanent. Voilà, et inversement, dans l'histoire des territoires colonisés, l'Afrique, le Maghreb, l'Afrique dite noire, l'Afrique subsaharienne, l'Indochine qu'on oublie tout le temps, bien sûr ce qu'on appelle les vieilles colonies, Antilles, Guyane, Réunion, on a un poids de l'histoire enfin, d'organisation administrative, même si elle était plus ou moins lâche, avec peu de monde, on va dire, sauf les seules colonies de peuplement sont l'Algérie, comme vous le savez, et la Nouvelle-Calédonie. Donc, il y a eu un poids, on peut dire, de l'importance de l'organisation de ces territoires. D'accord, merci. Du coup, avant une nouvelle fois laisser la parole à Clément, une petite, enfin anecdote, peut-être pas, mais en tout cas une expression que j'ai retenue de votre livre et que je réutilise, c'est lorsque vous dites accueillir les migrants à bras fermés. Ah Et oui. ça m'avait beaucoup marqué. J'aimais beaucoup cette image, donc je m'en sers en tout cas lorsque j'en parle. Et voilà. C'était mon Alors, elle petit, n'est pas mon de petit moi, hein, j'ai bien cité qu'elle était en fait d'un documentariste italien, d'origine italienne, et cette expression m'a beaucoup intéressée, hein, m'a beaucoup plu, on peut dire. Voilà. Et je voulais dire que dans ce livre, pour les collègues qui enseignent dans le secondaire, j'ai fait exprès de mettre toute une série de documents courts qui sont souvent des paroles, enfin, ou des écrits sur des gens du peuple, pour que ça puisse être utilisé dans les classes, justement. Enfin, c'est le côté pédagogue, quoi. Voilà. Bien, très bien, merci beaucoup. Alors, du coup, je vais prendre le relais de mon collègue pour quelques questions. Si je peux d'abord revenir sur les événements de 68. On peut lire souvent que mai-juin 68, le rôle des étudiants a été fondamental. Ce sont finalement des manifestations étudiantes avant tout. Alors, du coup, ma question, qui sera double, est-ce que c'est vrai que c'est un événement étudiant? Et finalement, deuxième petite question, quel a été le rôle des étudiants par rapport aux autres groupes sociaux durant ces mouvements de 60? Alors, c'est à la fois vrai et faux. C'est-à-dire que ça a été effectivement le mouvement étudiant a été un déclencheur d'un très vaste mouvement social, très profond, et qui a contesté l'ordre établi, pour dire les choses simplement. C'est-à-dire c'est un mouvement qui est polysocial, on peut dire, qui met en scène toute une série de groupes sociaux, mais qui conteste les normes. C'est une rupture du consentement. Le terme est de Boris Gobi, d'un politiste, rupture du consentement, donc désectorisation, comme l'écrit Dobry, au sens où les secteurs sociaux ne sont plus… Alors ça, c'est des politistes, mais c'est quand même intéressant de voir comment ils peuvent nous aider, en tout cas, ces mots, à conceptualiser donc ce mouvement très profond de mise en cause de l'organisation sociale, on va dire, de contestation de l'organisation sociale, qui était un moment bref, en tout cas de contestation généralisée, hein, justement en mai-juin, mais qui était absolument fondamentale. Et on a toute une série de traces, on peut dire, y compris cinématographiques. Je pense au film qui a été monté en 78, mais dont les images ont été prises en 68, le film de William Klein, hein, Grand soir et petit matin. Et donc, ça, c'est très important. Et voilà. Et donc, c'est un mouvement qui a été étudiant, mais pas seulement étudiant, et qui a la même remise en cause de fonctionnement dans les entreprises, dans les bureaux, etc., a été
donc le débat sur ces questions-là a été fondamental pendant ces 2 mois et au-delà. C'est pour ça qu'on a employé le terme soit les années 68 dans le séminaire, soit moi j'ai dit le moment 68, au sens où c'est un moment très large. Hein. Je ne sais pas D'accord. si j'ai répondu à toute la... Parce qu'il y avait 2 questions. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question complètement. Si, ça va. c'était très clair, je vous remercie. Alors, juste, je me permets du coup une question qui est en lien avec un podcast que j'écoutais hier, une intervention de Sabrina Tricot, qui est Oui. spécialiste de Pompidou, et qui disait que, alors je ne sais pas ce que vous allez en penser justement, mais qui expliquait que c'est à travers les événements de mai-juin 68 que finalement s'est révélé euh, le Premier ministre qui allait finalement ensuite devenir président à travers justement cette capacité de négociation avec l'ensemble des groupes sociaux. Alors, je ne sais pas trop ce que vous en pensez, mais l'expression m'a marqué. Oui, je crois que c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire que, si vous voulez, il y a eu la fêlure, on peut dire, la fêlure, elle s'est produite au moment où il y a eu où il y a eu le début des grèves. La première grève, la première usine occupée, c'est le 14 mai 68, Sud Aviation à Nantes, et qui était, il faut le dire, tout le groupe de Sud Aviation était dirigé, c'est pas pour rien que je le dis, par Maurice Papon. Et donc, c'est très peu dit, ça. Maurice Papon, qui venait d'être débarqué de la préfecture de police de Paris en 67, et avec la nomination d'un autre ministre de l'Intérieur, d'un autre préfet de police à Paris, qui était Maurice Grimaud. Et ça aussi, c'est très important dans les événements, ce nouveau préfet, parce que c'est peut-être à Maurice Grimaud qu'on doit de ne pas avoir justement eu une répression beaucoup plus violente encore qu'elle n'a été. Donc Pompidou, en fait, il était absent pendant la première période. Il était en visite en Iran, en Afghanistan, etc. Il rentre donc quasiment la nuit des barricades. Il rentre en France. Donc c'était un Premier ministre absent dans la première. Et avec De Gaulle, donc, qui a imposé une répression donc forte, qui a eu un discours de répression, on veut dire. Et lui est arrivé et a fait un discours au Parlement, un discours au contraire de conciliation, de dire qu'il fallait comprendre ce qui se passait, etc. Donc déjà à ce moment-là, le lendemain de la nuit des barricades, il y a eu un élément, on a perçu un élément de différenciation, on veut dire. On ne peut pas dire de rupture, mais de différenciation. Cet événement de différenciation avec De Gaulle s'est approfondi autour du 24 mai, quand De Gaulle voulait faire intervenir l'armée. Enfin, il y a eu des débats qui sont dits, entre autres, par son ancien secrétaire général de l'Élysée, qui était Tricot, Bernard Tricot, qui a fait un livre là-dessus, un livre de souvenirs. Et là, ça s'est approfondi. Pompidou, justement, étant pour la négociation avec les syndicats. Et cette négociation, c'est les négociations de Grenelle, et dont on a dit absolument, tous les témoignages montrent qu'il y a eu discussion entre les 2 Georges, c'est-à-dire Georges Pompidou et Georges Séguy. C'est en fait eux qui ont mené la négociation, et ce fameux reportage de l'INA que je vous évoque, sur le perron de l'Élysée, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est à 7h30 du matin, mais à l'époque, la télévision est en grève, et le journal télévisé, il n'y a qu'un journal télévisé à 20h, qui est fait par les non-grévistes. Et à 20h, on passe aux Français qui avaient la télévision, soit à peu près 1 sur 2, un foyer sur 2, que ça va marcher. Or, pendant toute la journée, on a eu des informations à la radio disant que les ouvriers refusaient. Voilà. Donc la négociation à ce moment-là refuse. C'est là que De Gaulle part, sans prévenir Pompidou. Donc il marque la rupture. Là. Il ne prévient pas son Premier ministre, il part, il va voir si l'armée peut intervenir. Donc il va maintenant voir Massu, c'est clair, on le sait, qui est en Allemagne, qui est dans une caserne en Allemagne. Et il a Massu lui donne des garanties, on peut dire, d'ordre possible.
Et il revient, il fait le fameux discours qui est la manifestation qui était préparée de longue date par les comités d'action civique. Et là, il va changer de Premier ministre. C'est la rupture avec Pompidou, c'est la rupture avec la ligne Pompidou. Et il va changer de Premier ministre et mettre Coupe de Murville. Voilà. Donc, effectivement, il y a deux lignes possibles. D'accord. Merci beaucoup. Alors, justement, j'ai une autre question pour rester sur 68, mais pour élargir un peu au cadre mondial. Dans le programme de Terminal, on nous demande de nous attarder, hein, en tant que point de passage et d'ouverture, sur l'année 1968 dans le monde. Et c'est vrai qu'à vous entendre, c'est assez clair finalement. Les étudiants ont une place importante dans les événements français, mais, et vous l'avez bien dit d'ailleurs, finalement dans beaucoup d'événements qui se déroulent en même temps dans d'autres pays, dans d'autres villes. Vous parliez tout à l'heure effectivement du massacre de Tlatelolco au Mexique. On peut parler des manifestations qui ont été réprimées à Montréal, à Tokyo, en Allemagne. Voilà, il y a une épaisseur de l'année 68 à l'échelle mondiale. Alors, ma première question, pourquoi? Pourquoi en 68, le monde, comme ça, se trouve un petit peu secoué par ces événements, des manifestations, des révoltes qui fleurissent un peu partout? Alors, c'est la révolte de la jeunesse. Et maintenant, par rapport à la question que vous avez posée, une réponse que je n'ai pas faite et que je voulais faire, donc je vais en profiter, c'est qu'il y a des jeunes ouvriers aussi. Et donc, le lien entre, si vous voulez, on a le bilan des gens qui ont manifesté individuellement dans les manifestations en France. Il y a des ouvriers, il y a des jeunes ouvriers. Donc, c'est la catégorie, on peut dire, de la jeunesse qui bouillonne depuis un certain temps. Et ce n'est pas seulement 68. Hein. Et entre autres, un des vecteurs qui est mondial, on peut dire, c'est la lutte contre l'impérialisme. Alors, cet impérialisme, c'est l'impérialisme américain, évidemment. C'est la guerre au Vietnam. Et donc, dans une série de pays de l'Europe occidentale, il y a des manifestations contre la guerre au Vietnam, qui est soutenue par les Américains, mais c'est aussi l'impérialisme soviétique. Et il y a toutes les manifestations en Pologne, en Tchécoslovaquie, etc., d'étudiants aussi. Enfin, il y a un mouvement à la fois étudiant et culturel de protestation contre l'imposition de formes d'oppression par ces impérialismes. Et donc ça, on a une jeunesse qui se mobilise. Alors effectivement, en 68, il y a deux types d'événements qui se passent avant les événements français, même si on dit que la France est, je mets des guillemets, la mère de toutes les révolutions. Hein. Il y a des événements en Italie. Hein. Il y a des affrontements avec la police, Villa Giulia à Rome, par exemple, avant. Il y a des événements en République fédérale allemande. En 67, il y a eu un manifestant qui a été tué dans des manifestations justement contre l'intervention des États-Unis au Vietnam. Et il y a eu toute une série de manifestations donc des étudiants de la République fédérale allemande, et en particulier à Berlin, contre justement cette manifestation qui était au départ contre le Shah d'Iran et puis qui est devenue qui est aussi contre l'impérialisme américain. Et il y a aussi des manifestations au Japon. Et là, on a une autre alliance possible, enfin probable et existante, entre des étudiants japonais qui sont dans les Zengakuren et puis les paysans, et qui manifestent contre l'implantation d'un aéroport militaire américain, états-unien, au Japon. Et donc, on a ces manifestations qui sont des manifestations armées, alors enfin armées au sens avec, ils ont des grandes piques, ils ont des boucliers, enfin, les étudiants, les paysans japonais donnent l'exemple du répertoire d'action, si vous voulez, qui sera utilisé après en Europe occidentale. Donc, voilà. Donc, effectivement, on a un mouvement mondial. Et alors, D'accord, mais alors, pardon. allez-y, excusez-moi. Non, je voulais te dire qu'au Mexique, c'était pareil. Il y avait des réunions dans les universités, enfin,
contre le gouvernement, etc. Et qui, c'est au moment des Jeux Olympiques, d'ailleurs, juste avant les Jeux Olympiques. Donc, où on a alors du coup le lien entre ce qui se passe à l'intérieur des États-Unis, puisque vous savez, vous avez les athlètes américains noirs qui lèvent le poing et qui refusent de s'incliner devant l'hymne américain. Donc, c'est le racisme aux États-Unis. Là, je vous rappelle quand même, avec l'assassinat de Luther King en avril 68. Donc, on a aussi sur le territoire états-unien des traces de cette révolte qui est non seulement des jeunes, beaucoup, mais aussi d'une autre catégorie de la population. D'accord, merci beaucoup. Alors, une dernière question pour ma part, en forme un peu de boutade. Vous nous avez dit effectivement 68 allées de la jeunesse, soit, mais alors donc est-ce que les années qui ont suivi, les années Pompidou, hein, pour reprendre l'expression de Mme Tricot, est-ce que quand on va jusqu'en 1981, que vous posiez comme un jalon tout à l'heure, est-ce que finalement la décennie 70, c'est une décennie de la jeunesse? Pas seulement, pas seulement, parce qu'il y a, mais aussi, voilà, il y a il y a deux grands mouvements qu'on pourrait, enfin trois même, qu'on pourrait placer à la fois sous celui de la jeunesse, mais pas seulement. Il y a le mouvement des femmes quand même, qui peu à peu se constitue et qui éclot donc en 1970, hein, avec la fameuse borne qui est la manifestation devant l'Arc de Triomphe le 26 août 1970. Il y a le mouvement des femmes qui luttent pour la liberté, donc, pour l'avortement et la contraception. Il y a le mouvement ouvrier. Dans les usines, il y a une contestation ouvrière qui est énorme, qu'elle fait de jeunes le plus souvent, mais pas seulement, hein. Et donc des grèves, des manifestations, des séquestrations, etc. Donc il y a des formes violentes, enfin, d'une certaine façon, qui dépassent en tout cas les formes traditionnelles syndicales. Et puis, il y a le mouvement paysan autour du Larzac, c'est-à-dire là aussi avec des jeunes, mais pas seulement, et donc où il y a la lutte contre l'occupation des terres par l'armée française. Voilà, donc il y en a d'autres, hein, il y a beaucoup d'autres mouvements, mais on peut dire, si on prend ces trois exemples, il y a l'IP, hein, et l'IP, oui, il y a des jeunes, mais pas seulement. Les leaders de l'IP, c'est des leaders syndicaux, donc de CFDT essentiellement, mais aussi de la CGT et puis du comité d'action. Donc c'est assez compliqué, même si la jeunesse est la force, voilà, la force de transformation, de changement, quoi. D'accord, merci beaucoup. Et donc moi, j'arrête, je n'ai plus de questions, je laisse la parole à Vincent. Alors moi, une dernière question parce qu'on va pas non plus là, on va bientôt dépasser notre temps. Alors, on va essayer de rentrer dans les clous. Donc, dernière question là par rapport à votre ouvrage, l'histoire des femmes en France au 19e et au 20e siècle. J'ai souvenir que vous mettiez de manière originale, mais très intéressante, deux événements de l'année 1989. Où c'était à la fois le bicentenaire de la Révolution française et en même temps la première affaire du foulard islamique. Alors, est-ce que vous pourriez, je sais, on n'a pas beaucoup de temps, mais un peu synthétiser justement les liens qu'il y a entre ces deux événements qui, en apparence, ne sont pas liés? Oui, je fais juste une toute petite notice. C'est un cours que j'ai fait pour la préparation du concours des PLP. Et donc, c'est ce cours-là que qui a produit un manuel. Voilà. Alors, sur l'histoire des femmes. Alors, 89, 89, c'est une année fondamentale pour plusieurs raisons. C'est l'année où paraît un article qui dit que c'est la fin de l'histoire. Or, c'est l'année de la fatwa lancée contre Salman Rushdie pour la publication des versets sataniques, avec des manifestations justement de musulmans, une manifestation qui choque profondément parce que c'est place de la République à Paris à 20h et ça passe au journal télévisé. C'est l'année du bicentenaire, comme vous l'avez dit. Et qu'est-ce que c'est l'année du bicentenaire? C'est le message sur l'universalisme
du régime français, de la Révolution française, et sur l'idée que c'est le slogan, enfin la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, qui est mise en avant avec le fameux défilé de Good qui montre un universalisme un peu particulier, donc pas seulement comme vous l'avez peut-être déjà vu, donc ouvre sur les Chinois, il y avait eu Tiananmen en 1989. Alors, le foulard islamique, c'est octobre 89, et c'est là qu'est posée la question de c'est quoi la République française, comment on applique ces principes de liberté, égalité, fraternité, en demandant à trois jeunes gamines de poser le foulard qu'elles portaient dans un collège de Creil et qui, jusqu'à présent, n'avaient pas posé le problème. Mais il y a une conjonction là aussi individuelle, on ne va pas rentrer dans le détail, on n'a pas le temps, mais en fait qui fait que c'est la question de l'universalisme, soit ce que j'appelle une universalité plurielle qui est posée, c'est-à-dire de la possibilité de coexistence de personnes au nom de leur liberté, y compris de leur liberté religieuse, qui est actée par quand même la loi de 1905, le premier article de la loi de 1905 sur la liberté religieuse. Est-ce que cette liberté-là est mise en cause dans l'espace public et l'école? Et vous savez que c'est un débat qui a ouvert un boulevard, on peut dire, à ces débats-là qui passent après par la loi de 2004, par la loi de 2010, etc. Voilà. C'était bref, mais... Parfait, merci beaucoup. Bien, Alors, merci beaucoup. dernière question pour le coup d'une collègue. Oui, Oui, alors, je pense que vous me voyez à l'écran et est-ce que oui, vous entendez bonjour. bien? Bonjour. Alors déjà, merci beaucoup pour votre présentation qui était extrêmement complète, extrêmement et intéressante et qui vraiment apportait énormément d'éléments. Alors moi, je vais avoir quelques petites questions. La première question, c'est qu'en fait, on a énormément lié les études sur la mixité avec les études sur les femmes. Or, aujourd'hui, effectivement, on pose beaucoup la question en fait, de la pertinence de cette mixité dans certains contextes, notamment des contextes de domination forte. Qu'est-ce qu'il en est justement de l'étude en fait, de formes de non-mixité, notamment dans des contextes contemporains qui sont évidemment complètement différents des années 60-70? Est-ce que la Alors, mixité est encore un élément justement pertinent? Dans quelle mesure? Et dans quelle mesure la non-mixité le serait? alors là aussi, c'est une question, la réponse est complexe, il dit oui et non. C'est-à-dire que d'abord, ça dépend des terrains, de quelle Oui. mixité on parle. Est-ce qu'on parle de la mixité scolaire? Est-ce qu'on parle de la mixité sociale? Est-ce qu'on parle de la mixité de race, etc. Voilà. Donc, l'histoire nous montre quand même si je ne veux pas remonter aux années 70, que les pratiques de non-mixité ont permis à des gens qui se considéraient comme dominés d'exprimer leur point de vue, quitte à ce que ça soit ponctuel, ces réunions de non-mixité. Ça a été fait dans le mouvement féministe, mais ça a été fait bien avant dans d'autres mouvements. Et donc, outre le fait qu'on peut signaler que dans les conseils d'administration du CAC 40, il y a de la non-mixité. Hein, c'est de la non-mixité, mais du côté des hommes. Hein. Donc, voilà, je crois qu'il faut réfléchir à ces espaces où il n'y a pas de mixité, mais où elle n'est pas dénoncée. Elle est dénoncée dans le cas des femmes, elle est dénoncée dans le cas, par exemple, des afroféministes aujourd'hui qui veulent se réunir. Bon, alors on peut, je ne sais pas si on a le temps de détailler, mais j'aimerais bien vous expliquer quand même le cas de cette réunion des afroféministes qui a été tout à fait vilipendée, et qui était vilipendée comment? Parce que c'était sur la demande de gens d'extrême droite qui ont envoyé sur les réseaux sociaux des tweets disant qu'on excluait les Blancs, etc. Or, si on prend le détail de ce qui avait été prévu dans les 3 jours, hein, c'était 3 jours, ce n'était pas la société entière qui avait été prévue, elles avaient prévu en fait une journée avec les femmes noires, une journée avec les femmes et hommes noirs, et une journée ouverte à tout le monde. Donc, si vous voulez, c'était absolument, pour moi, il n'y avait absolument rien à dire à ça.
puisqu'elles avaient bien réfléchi justement à ne pas faire quelque chose de complètement séparatiste, mais elles avaient besoin de se réunir entre elles, de se réunir entre eux, pour voir qu'est-ce qu'ils subissaient, pardon, et ils subissaient en fonction de leur couleur de peau. Et donc, voilà. Or, si vous voulez, les personnalités politiques se sont fait piéger, on peut dire, par des gens d'extrême droite qui ont lancé cette idée-là d'exclusion des Blancs. Je pense que la question de la non-mixité, c'est une question très complexe. Je pense qu'évidemment, enfin, l'important, c'est que tout le monde arrive à vivre ensemble, mais qu'il y a besoin sans doute de moments et d'espaces où les gens qui se sentent dominés puissent s'exprimer sans avoir justement ce poids de la domination. Je ne sais pas si c'est clair. Ah oui, bien sûr, oui, oui, extrêmement. Et c'est vrai que c'est très intéressant comme ça de le voir aussi avec une perspective historique qui se détache du simple présent. Après, alors je vais avoir une autre petite question. En fait, on a parlé beaucoup de cette rupture, effectivement, du moment guerre d'Algérie, notamment en lien évidemment avec les rébellions urbaines. Et je m'interrogeais justement sur cette construction aussi des catégories masculinité-féminité à travers la guerre d'Algérie, mais en Algérie cette fois-ci. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il en est justement de cette construction des catégories à la fois en construction de, alors, on pourrait dire race au sens strictement social, hein, évidemment, et de genre aussi, évidemment, du côté algérien, en fait. Oui, dans l'Algérie actuelle, vous voulez dire? Alors, par rapport justement à ce moment de la guerre d'Algérie Ou, et par ou rapport à... pendant la guerre d'Algérie. Pendant la guerre Ouais, d'Algérie. Alors, ouais, pendant la guerre d'Algérie, alors, d'abord, il y a toute une histoire assez complexe de l'histoire de l'Algérie, de relations entre les sexes pendant la guerre d'Algérie, y compris en fonction des religions. On a publié dans Clio un article très intéressant sur justement les questions des femmes juives et des femmes arabes à la fin du 19e siècle, qui montrait voilà, qu'en fonction des religions aussi, il y avait une vision des femmes complètement différente. C'est un article de Naomi Davidson. Ce que je vais faire, c'est je vais faire un récapitulatif, je le dis aussi pour vous, pour les organisateurs, des références peut-être que j'ai données, puis vous les mettrez ou pas comme vous voulez sur votre Avec site. plaisir, merci. Et donc, si vous voulez, alors, il y a une organisation effectivement anthropologique, on peut dire, des rapports hommes-femmes dans la société algérienne, qui sont d'ailleurs pas seulement algériens, mais qui sont siciliens, qui sont, pour pas faire qui sont aussi de la France méditerranéenne, hein, c'est-à-dire de ces rapports de domination est compliqué, du sens de l'honneur. Enfin, j'en ai dit 3 mots tout à l'heure. Pendant la guerre d'Algérie, alors évidemment, on a à la fois la masculinité guerrière, hein, qui est des deux côtés, c'est-à-dire à la fois des soldats français sur le terrain et puis aussi des combattants nationalistes qui se battent aussi par les armes. Mais on a aussi un traitement de la masculinité, entre autres par les forces de police. Il y a eu une très belle thèse je vais trouver son nom, d'Emmanuel Blanchard, Blanchard sur la police parisienne pendant la guerre d'Algérie, qui en fait montre comment les Arabes présents en France, les Algériens présents en France, étaient féminisés, étaient considérés comme des femmelettes, je mets des guillemets, hein, donc voilà, était féminisé par rapport. Et puis par ailleurs, on a aussi utilisé dans la guerre d'indépendance des femmes. Il y a eu là aussi un très bel article sur ces femmes qui étaient des bombes, c'est-à-dire qui portaient les bombes et qui s'étaient habillées en européennes, qui faisaient de la résistance donc armée. Et donc, il y a eu cet usage, on peut dire, de la féminité, alors que, par exemple, elles ont été, on sait maintenant, alors on le sait difficilement et c'était très long à émerger, mais on sait que, par exemple, il y a eu des comportements extrêmement sexistes dans les maquis du FLN.
par exemple. Hein. Donc, vous voyez, c'est une histoire, c'est pas blanc et noir, si je peux dire. Voilà, c'est pas une histoire simple, c'est une histoire très complexe qui font jouer ces catégories de masculinité et de féminité. Je ne sais pas D'accord. si Bah, ça répond à votre question. ah oui, totalement. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous ces ajouts, ces éclaircissements. Et puis, j'ai trouvé ça super intéressant aussi de pouvoir décentrer un petit peu, en fait, sur considérer que la guerre d'Algérie n'était pas que depuis la France, en fait, mais aussi, évidemment, faisait appel à des systèmes sociaux très complexes, ça. Voilà, c'est pour ça que Merci je en tout pense cas. qu'il faut dire guerre d'indépendance. Ouais, C'est eh pas ben, moi qui avec le dis, plaisir. hein, c'est des spécialistes. Voilà. Je voulais vous Ouais. dire aussi globalement pour tout le monde que vous pouvez m'écrire par mail, je répondrai à vos questions si vous avez des questions précises. Voilà. Vous Merci, mettrez mon mail. merci. Merci donc Michel Zancarini-Fondel pour nous avoir accordé autant de temps et d'avoir participé à ce podcast qui, je suis sûr, sera tout à fait intéressant pour l'ensemble de nos collègues qui retrouveront donc ce podcast sur le site académique de Mayotte en histoire géo qui s'appelle Jaazi. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir, merci.